Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le modèle opérationnel et aujourd'hui c'est le zoom sur la partie processus opérationnel. Nous allons donc parler processus et outils et non, nous n'allons pas parler outils, nous allons parler que processus. Comme d'habitude, même s'il n'y a pas vraiment d'habitude, on va utiliser ChatGPT comme référence et nous allons mettre la sauce dessus. Je le redis, mais en tout cas, ChatGPT, c'est une IA générative qui va me donner le consensus statistique sur un sujet donné, car ma question est quand même très large. Détaille-moi la partie processus opérationnel. Et nous, donc, nous allons compléter là-dessus sur un peu la partie plus société avec une tendance informatique un peu quand même, et dire en gros, voilà ce que vous pouvez comprendre par rapport à ça. Donc, en gros, au début, ce qu'on va dire, c'est qu'on va identifier les processus clés. Alors, processus de base, processus de soutien, processus de gestion. Je suis qu'à moitié à l'aise avec ça. En gros, globalement, c'est savoir comment on livre de la valeur pour nos clients. Et comment on livre de la valeur pour clients, c'est là où sur la partie processus de base, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a la partie run. En gros, c'est comment on fait pour que notre produit, notre production, elle tourne. Et donc là, des fois, on appelle ça en anglais keep the light on. Alors j'aime bien ça parce qu'en gros, laisser les lumières allumées, ça veut dire ce que ça veut dire. En gros, c'est faire que ça fonctionne, que mon utilisateur, il puisse avoir l'expérience utilisateur qu'il a envie, qu'il puisse par exemple acheter ce qu'il a envie, et en gros, qu'il ait une expérience fluide. Donc ça, c'est faire que ça continue à tourner, mais je ne fais pas évoluer mon produit. Dans le monde de l'informatique, un produit qui n'évolue pas, c'est un produit qui va avoir tendance quand même un peu à mourir. Des fois, c'est pas grave, mais si vous êtes au début, ça peut être gênant. Donc là, moi, je rajoute un autre processus pour être capable de livrer de la valeur à mes clients, c'est rajouter des nouvelles fonctionnalités. Donc en général, je parle de run pour la production. Désolé, c'est un peu en anglais des fois. Et on peut parler de build ou de change quand on va rajouter des nouvelles fonctionnalités. Ou si je le dis mieux avec millions de produits, je vais rajouter des problèmes que je vais résoudre pour mes utilisateurs. Donc là, on pourrait mettre ça dans la partie processus de base. Donc en général, moi, je fais run, change, et j'en ai un troisième, surtout dans les boîtes un peu grosses, qui s'appelle le processus budgétaire. Parce que si vous n'avez pas les sous-sous pour faire quelque chose, eh ben, ça va être compliqué. Et en général, je vois la partie budgétaire comme la colonne vertébrale de l'organisation, ce qui permet de faire courroie de transmission. Et donc, si vous ne touchez pas souvent au processus budgétaire et la façon dont sont alloués les moyens, et bah, vous ne touchez pas grand-chose. Et donc, si je reviens à la notion de modèle opérationnel, exécuter la stratégie, vous allez avoir du mal à exécuter la stratégie. Thomas, veux-tu Ouais, rajouter quelque chose? ouais, alors sur le côté budgétaire, il y a des entreprises où tu as, alors peut-être plutôt sur les petites boîtes, mais des entreprises où tu as accès au budget, tu as un budget qui t'est alloué et d'autres où c'est géré en centrale et tu as pas à t'en occuper. C'est de façon très globale. Heu, Effectivement, quand il y a un budget qui est alloué, je pense que c'est hyper important d'en parler et de l'intégrer dedans parce que c'est la colonne vertébrale, comme tu dis, très justement. Et donc là, après, on va aller sur la partie cartographie des processus. Là, ça m'intéresse un peu plus, déjà parce que globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où on va livrer de la valeur pour un utilisateur ou client, alors là, je ne vais pas faire la différence aujourd'hui entre client et utilisateur, on va dire qu'on est en B2C. Voilà, globalement, c'est savoir comment je délivre de la valeur et c'est là où si je demande à n'importe qui, «Explique-moi ce qui se passe entre le moment où j'ai une idée et le moment où ça arrive en production», c'est là où quand on me répond: «Ça dépend», c'est compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué quand on me répond: «Ça dépend»? Ça veut dire qu'il y a pas de processus répétable et répété. Donc en général, l'efficacité est un peu moins bonne. Après des fois, on veut me dire: «Ah oui, mais on est toujours dans l'exploration, la découverte, je fais jamais la même chose». Oui, OK, mais quand une personne passe d'une équipe à un autre, bah, là, elle est obligée de redécouvrir quelque chose. Dès que quelqu'un arrive dans l'entreprise, bah, pareil, il doit redécouvrir. Donc là, les gens, ils passent leur vie à apprendre, savoir comment on travaille. Donc là, dire: «OK, on pourrait un peu normer», ça a un intérêt, pas de l'intérêt, mais dès que vous grossissez un peu, quand vous voulez industrialiser, si vous avez pas quand même une trame de fond sur comment on fait pour faire le run et faire, le build, ça devient un peu compliqué et la partie processus budgétaire aussi. Si vous savez pas comment faire pour avoir des sous-sous pour travailler sur un sujet, pareil, ça va être un peu compliqué et donc là, en gros, c'est juste savoir, au fait, comment on travaille. Ouais et ouais, effectivement, tu fais bien de parler sur la croissance. Quand on a des équipes qui grossissent beaucoup, le temps de d'onboarding, il est hyper important, et plus on arrive à réduire ce temps d'onboarding, plus on arrive à réduire le temps où les gens, heu, entre le moment où les gens rentrent dans l'entreprise et le moment où ils sont réellement efficaces, ça peut faire vraiment la différence. Et là, après, on arrive sur une fois qu'on a le processus de base, savoir comment on va l'opérer, c'est là où, en général, moi, je préfère qu'on reste sur des grandes masses et des grands principes et qu'on ne descende pas jusqu'à l'outil et dire exactement: «Vous mettez telle ligne à tel endroit».
Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous êtes là, ça veut dire que tous les gens qui travaillent ici, ils n'ont plus besoin de réfléchir, vous voulez juste des exécutants. Dans le monde de l'informatique, juste des exécutants, ça va marcher moyen quand même. On est plutôt dans un métier de la connaissance. Et donc là, en gros, vous voulez que les gens ils sachent quelles étapes ils ont à faire, quels sont les grands principes, pourquoi ils veulent le faire. Et c'est là où, par exemple, dans le lean management, on va retrouver les standards qui nous aident à savoir si on a fait de la bonne qualité en nous décrivant les points de contrôle pour un livrable, mais aussi en disant pourquoi c'est important. Donc c'est là où je ne sais pas pourquoi le lean management est réduit à l'optimisation des processus, alors qu'il y a quand même légèrement plus que ça, avec la voix du client, avec essayer de faire que n'importe qui puisse résoudre des problèmes. On parle aussi d'organisation un peu apprenante, parce que tout le monde justement va apprendre. Bon là, le lean management a été réduit à la partie optimisation des processus. Mais en tout cas, à partir du moment où vous avez un processus qui est décrit, vous allez normalement être capable de mesurer l'efficacité du processus, donc tant sur la partie vitesse que sur la partie qualité, et donc vous allez pouvoir l'améliorer. Ouais. Ouais, sur le lean management, sur le lean au global au final, parce que là ils ont ChatGPT, ChatGPT a fait un focus sur le lean management, mais c'est le lean au global. Les intentions sont là. On essaye de faire en sorte que chacun sache corriger un problème, chacun sache dépioter un problème et trouver une solution. Et c'est pas uniquement éliminer les gaspillages, effectivement. Après, je sais pas si tu peux détailler un peu Six Sigma, je sais pas si tout le monde connaît. Je Sur peux détailler l'optimisation. Six Sigma, qui me parle souvent, il y a écrit Lean Six Sigma d'ailleurs. Ouais. Là, moi, je suis un peu plus circonspect, on va dire, là-dessus, parce que Lean Six Sigma, c'est une vision très statistique des choses en disant, OK, on va essayer de réduire souvent la variabilité, en disant, OK, il y a trop d'écart entre le temps que ça met sur tel sujet, donc là, on va essayer de réduire la variabilité. Alors en informatique, si je réduis la variabilité, je vais vouloir faire que les estimations soient toujours fiables. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais toujours demander aux gens d'être fiables, d'avoir peu de variabilité. Globalement, ils vont toujours répéter ce qu'ils savent déjà faire. Et donc là, vous tuez l'innovation. Dire que la variabilité elle doit être réduite à chaque fois sur un processus comme je crée une voiture, pourquoi pas? Alors certains vont me dire que j'ai mal compris les Six Sigma. Mais en tout cas, je considère que ça aide et que c'est quand même une bonne analyse, parce qu'au moins on fait de l'analyse sur la donnée, sur un processus, et après on peut prendre des actions, on peut prendre des améliorations. Après, je dis juste attention danger, réduire la variabilité, c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut chercher. Et attends, et j'enchaîne direct sur automatisation des processus, parce que ça j'adore. Sur la partie processus dans l'informatique, on va parler DevOps. Buzzword. DevOps. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on va essayer de prendre certains processus qui n'apportent pas de valeur ajoutée, parce que ce qu'on apporte de la valeur ajoutée, c'est de livrer de la valeur pour un client, mais d'être capable de créer un package, de déployer son package, de changer les variables d'environnement, des choses comme ça. Est-ce que j'apporte de la valeur pour le client? Oui, un peu, mais pas tant que ça. Et donc ça, globalement, je vais essayer de les automatiser. Donc c'est là où on va pouvoir parler de CI/CD en anglais, donc d'intégration continue et de déploiement continu en français. Et là, on va essayer vraiment d'automatiser tout ça pour faire qu'on soit capable de faire hop, j'ai un nouvel environnement, j'ai déployé et je vais livrer de la valeur à la volée en production. Donc toute cette partie automatisation des processus, elle est quand même assez intéressante pour tout ce qui est tâches à non-valeur ajoutée. Et en plus, ça permet de diminuer les risques, parce que quand on a quelque chose qui tourne et qui est reproductible facilement, j'ai moins de risques. Donc ça, c'est une partie qui est très forte dans l'informatique avec le buzzword DevOps, si vous avez envie de creuser. Ouais, j'élargirais même, parce qu'il n'y a pas que sur le DevOps. Le DevOps, c'est historiquement là où on a fait les premières automatisations, et puis ça vient du métier de l'informatique, donc c'est assez naturel. Mais aujourd'hui, tu as l'automatisation des processus sur l'envoi des mails, sur toute la chaîne mail, de la rédaction jusqu'à l'envoi, sur toute enfin, la communication et la publication sur les réseaux, etc., pour les entreprises pour lesquelles c'est important. Ça commence à toucher vraiment beaucoup d'autres domaines que le pur informatique. Ça marche. Allez, je descends. Gestion des flux de travail, suivi, évaluation des performances. Alors, gestion du flux de travail, séquençage des tâches, gestion des ressources, coordination interdépartement. Là, on arrive un peu plus sur la partie humaine. Et c'est là où je dis attention, warning. Des fois, ce qu'on veut faire, c'est des RACI. Donc là, on va dire, lui, il est en anglais responsible accountable. Donc en gros, c'est un peu celui qui est garant et celui qui est responsable de l'action. À partir du moment où on fait ça, on décrit vraiment tel livrable, telle action, c'est telle personne.
Quel est le problème? Bah, est-ce que vraiment les besoins qui rentrent, ils sont pile poil par rapport à ça? Et est-ce qu'il y en a pas un qui va bosser un peu plus, l'autre un peu moins? Il y a ce problème-là. Puis après, il y a aussi le problème sur ah, c'est pas moi, c'est lui. Et donc là, on va se cacher derrière ça. Alors quand je dis on va se cacher derrière ça, pourquoi? Dans le monde où il y a peu d'incertitudes, on sait exactement ce qui va se passer. On va toujours faire la partie process de la même façon. Donc là, c'est pas gênant. Dans les mondes un peu plus volatiles, bah, il y a toujours un cas qu'on n'avait pas prévu qui va arriver. Et si chacun fait hop, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, bah, c'est compliqué. Donc, je dis pas pour autant qu'il faut rien, mais les RACI, souvent, ça ferme un peu trop. Et c'est aussi la partie, on va dire, managériale en disant est-ce qu'on regarde à fond le RACI? Ce qui est important, c'est de donner vraiment les activités principales, activités secondaires d'un rôle et dire tel livrable, c'est majoritairement telle personne. Après, graver dans le marbre pour tout le monde, partout dans l'organisation, là, je trouve ça c'est dangereux. C'est un peu ce que je racontais sur la partie structure blanc-noir. On va faire quelque chose un peu blanc-noir, mais n'oubliez pas de contextualiser. Parce que là, des fois, sinon, on arrive à des blocages, en fait. Parce que personne ne veut faire. On va remonter des échelons hiérarchiques pour avoir un arbitrage. OK, bah, vous avez perdu un mois. Et là, c'est quand même un peu dérangeant. Donc là, moi, sur cette partie-là, gestion du flux de travail, je suis pas trop pour ce qui est écrit avec ChatGPT. Je suis plus pour avoir un peu plus de souplesse parce que dans la pratique, c'est jamais ce qui va se passer. Ouais, il y a différentes manières de faire pour essayer de responsabiliser un peu les gens et augmenter le ownership. Euh, Certains disent le premier qui a reçu le ticket, reçu l'information du client ou de l'extérieur, bah, c'est lui qui est responsable de sa réalisation et de la réponse. Et d'autres, il y a un passage de témoin. Euh, je reviens sur le principe de l'intention. Au final, ce qui est important, c'est d'être sûr de savoir pourquoi on fait les choses et à qui on doit le répondre. Parce que, comme tu disais, si on fait c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, au bout d'un moment, le ticket peut même se perdre et puis il meurt dans la nature, dans notre organisation. Et c'est une super transition sur la partie après, suivi, évaluation des performances, amélioration continue. Moi, toute la partie suivi, évaluation des performances, je considère que c'est d'abord pour, on va dire, l'équipe, parce que je vais prendre la maille de l'équipe. Quel est des indicateurs, quelle est la mesure et qu'elle soit capable de s'améliorer. Et c'est pas pour quelqu'un à côté qui va venir et faire «Ah ouais, t'en es où? C'est quoi ton flux et comment tu es efficace?» À partir du moment où c'est ça, les gens ils vont se cacher et à chaque fois, on va faire ce qu'on appelle beurrer les lunettes. Tu veux voir des choses, et bah, tu vas voir des choses. Et c'est aussi là où on va dire que je vais me comporter comme tu vas me mesurer et je vais me focaliser sur les indicateurs de mesure que tu veux et tous les autres, je vais les oublier. Mais alors là, par contre, ceux-là, ils vont être super forts. Donc là, c'est là où ce qui est plus important pour moi, c'est vraiment avoir les données et être capable de s'améliorer. C'est d'avoir une posture de dire, OK, si tu n'as pas compris quelle est ta problématique, là, par contre, c'est gênant, parce qu'en gros, tu as eu un problème et tu n'es pas capable de me l'expliquer. Et c'est vraiment créer une culture de l'amélioration continue avec des boucles de rétroaction. Donc là, vous voyez apparaître le Kaizen qui vient pour info du Lean, et je ne sais pas pourquoi il est là, il n'était pas en haut. Mais en tout cas, voilà, c'est toute la culture autour de l'amélioration. Avec un petit bémol, si vous êtes dans des environnements réglementés, régulés, et ben là, vous avez nécessairement besoin de, on va dire, audit interne ou audit externe, quelqu'un qui va les regarder. Mais en tout cas, c'est pas le même but. C'est parce qu'il y a une régulation qu'on veut quand même un peu regarder, contrôler. Là, je comprends, mais à la base, la majorité des chiffres et des indicateurs de performance du processus, comme le temps d'écoupement, le temps passé sur un sujet, tous ces trucs-là, qui vont tirer finalement la rapidité, la qualité et la valeur délivrée. C'est majoritairement pour les gens qui font, pour qu'ils s'améliorent, et c'est pas pour les contrôler. Ouais, on parle là beaucoup de key performance indicateurs. Je pense que les indicateurs, c'est effectivement interne à l'équipe et c'est pas forcément que pour la performance, c'est aussi pour la stabilité du produit, la stabilité des assets informatiques et autres. Et il faut d'abord savoir si notre produit tourne bien, il est en bonne santé. Et ensuite, on se dit, OK, bon, bah, maintenant que c'est maîtrisé, enfin, c'est pas enchaîné, c'est vraiment la santé et puis la performance. Parce que si on a un produit qui n'est pas en santé, qu'on est obligé de rabooter tout le temps, de faire des correctifs sans arrêt pour corriger les problèmes qui apparaissent, le run, euh, c'est beaucoup plus difficile d'investir du temps sur la performance. Donc les deux sont hyper importants. Et sur l'amélioration continue, ça fait aussi partie des choses qu'on peut automatiser, au moins autant qu'on peut sur récupérer, alors en B2C ou en B2B aussi, récupérer un maximum de feedback des utilisateurs, automatiser la récupération de ces feedbacks pour qu'ils soient disponibles pour les équipes. Et une fois qu'ils sont disponibles, bah, les équipes vont piocher dedans ou vont utiliser les données que ça génère.
Et après, on arrive sur la partie gestion des risques opérationnels, où souvent, vous m'entendez dire, OK, bon, la gestion des risques avec un mitigation plan, c'est la façon du passer. Et là, par contre, je vais être assez pro quand même, gestion des risques opérationnels. Mettons que vous avez un seul site, s'il tombe, bah, vous êtes quand même un peu embêté. C'est pareil, là, on va retrouver ça dans la philosophie de DevOps. Plan de contingence, de dire qu'il y a un disaster recovery. En gros, si vous avez un problème, vous êtes capable de revenir et vous savez en combien de temps vous allez revenir. Typiquement, vous prenez un ransomware, combien de temps vous mettez à remettre d'équerre votre système d'information. Bah là, limite, je préfère les prévoir à l'avance. Donc là, on peut parler d'antifragile, le buzzword avec Nicolas Taleb. Ce qui est important là-dedans, c'est votre exposition au risque et qu'est-ce qui se passe si le risque arrive. Parce que des fois, même si le risque il est très improbable, s'il se passe, et bah, comment vous allez réagir? Parce que voilà, il y a la guerre en Ukraine, il y a eu le Brexit, des choses comme ça. Éventuellement les incendies dans le sud et vous aviez mis votre data center à cet endroit-là. Et bah, là, quand même, le risque, il est des fois très faible, mais s'il arrive, votre exposition est très forte. Donc, c'est pas qu'une question de probabilité de l'événement, c'est aussi une question d'exposition au risque. Et c'est plutôt comme ça que je le vois. Bon, si tu veux rajouter quelque chose sur la partie gestion des risques. Ouais, bah, faut pas croire que c'est uniquement pour les grosses boîtes. Les petites boîtes s'y frottent aussi et malheureusement, ça peut arriver assez tôt. Un phishing, un élément autre, quelqu'un qui rentre sur un serveur, ça peut être un gros risque pour la boîte et se faire voler son code ou autre. C'est quelque chose qu'il faut prévoir assez tôt, aussi bien sur tout ce qui est sécurité que sur les risques opérationnels dont tu parlais. Ouais, et après, C'est pas que les grosses boîtes. ouais. Pour finir sur les descriptions de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la partie processus dans un modèle opérationnel, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc, on va regarder justement quel est le processus, quelles sont les étapes, quelles sont les grandes activités avec les rôles, la qualité du livrable. Et tout ça, ça va nous permettre d'avoir un processus répétable et répété. Et la partie du bas, je considère que c'est un peu n'importe quoi. Pas complètement, mais coordination interprocessus, surtout essayez de ne pas avoir d'affaire de coordination interprocessus. Si vous avez des liens, essayez de les casser d'abord, les diminuer, puis après vous allez les gérer. Mais si vous commencez à faire ça, il y a peut-être un souci. Et après, la partie ERP, le truc un peu magique, mais qu'en fait, qui est un point de contention, hein, qui est la faiblesse de votre système, parce qu'il s'il tombe, éventuellement tout tombe. Ça peut servir. Alors, moi, je suis plus grosse boîte et je considère que si vous avez ça, c'est un gros, gros risque. Il y a une partie des processus qui peut être dedans, mais si tout passe par là, c'est un problème. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pallier les processus entre eux et d'avoir des interfaces entre les processus, qui fait que déjà, je vais tout tester chez moi, je vais vérifier si ça marche bien chez moi, et on va discuter des interfaces entre chacun, mais surtout, on ne va pas lier les choses. Si je parle un peu technique, je ne vais pas les taper directement dans la base de données du voisin, parce que si je fais ça, si l'autre il tombe, moi je tombe avec. Il y a tout ça. C'est comment on essaye de limiter les couplages, autant dans les processus que la partie technique, que la partie organisationnelle. À partir du moment où il y en a un qui tombe, tout le monde tombe, c'est que vous avez un souci. Et en général, quand vous avez des ERP, bah, vous avez un truc un peu central. Et c'est là voir à quel niveau vous êtes prêt à être lié à cette ERP, qui en général, je le rappelle, est pas fait maison et plutôt extérieur. Donc en gros, vous êtes lié à une société extérieure. Donc décidez bien ce que vous voulez faire. Veux-tu parler ERP, Thomas? C'est pas ma tasse de thé parce que je connais assez peu ces domaines-là. Ok. Je suis pas complètement, je suis pas anti-ERP, hein. J'ai déjà bossé sur un ERP assez connu, allemand, que beaucoup de gens utilisent. La question n'est pas tant est-ce que le ERP c'est mal ou bien, c'est comment vous avez dû adapter vos propres processus à l'outil, comment ça crée ou pas un goulet d'étranglement à l'intérieur de la société. En gros, c'est le lien que vous avez, parce que si vous avez beaucoup de liens, vous allez avoir du mal à bouger. Si votre incertitude est faible, très bien. Si votre incertitude est un peu plus forte, vous êtes pas si bien que ça. Allez, bon courage. Là, je ne vais pas trop regarder ce qu'il y a dans l'importance des processus opérationnels selon ChatGPT, là, parce que déjà, il y a un peu pipo bingo. Ce que j'appelle Pipo Bingo, c'est toujours le truc, grâce à un bon modèle opérationnel sur la partie processus, je vais avoir des clients plus contents, mes coûts vont être moins forts et je vais livrer plus de valeur. Ouais, bon, ok. Ça, je peux prendre toutes les boîtes du monde et je vais faire ça partout. Globalement, ce qu'on va regarder, c'est quoi? C'est déjà, est-ce que c'est connu? C'est le temps d'onboarding. On n'en parle pas souvent, mais en tout cas, le temps d'onboarding, quand vous avez quelqu'un qui rentre dans la société, combien de temps il met à comprendre comment on bosse? Quelle est votre capacité à comprendre l'efficacité de votre processus et améliorer le processus? Est-ce que vos processus sont bien orientés livraison de valeur pour les clients ou est-ce qu'ils sont orientés internes?
En gros, vous allez les voir, hein. Est-ce que le client, il est dans le processus, représenté quelque part, ou est-ce qu'il est nulle part? Là, quand vous le voyez nulle part, vous pouvez vous dire des fois que vous êtes en train de travailler pour la structure et pas pour le client final. Et donc tout ça, ça fait que vous allez voir processus orienté client, vitesse, qualité, et à la fin, on pourra parler par rebond de l'efficacité financière. En général, je dis pas rebond parce que dans les grosses boîtes, des fois, c'est pas si direct que ça, et donc on peut avoir du mal à valoriser en euros la partie efficacité d'un processus. Ouais, ça peut être un peu compliqué d'aller jusque-là. Après, dans les petites structures, c'est en général un peu plus simple. Dans l'un comme dans l'autre, quand tu as quelqu'un qui te dit non, mais moi, c'est plus compliqué de relier mon activité à la valeur dégagée par le client et la valeur pour laquelle le client est prêt à payer. En général, c'est un red flag pour moi, ou alors c'est un truc qu'il faut aller creuser vraiment, parce que normalement, toute activité dans l'entreprise est capable d'être reliée à une valeur dégagée par un client ou un utilisateur. Et donc, si quelqu'un dit non, mais pour moi, c'est un peu plus compliqué, je suis plus loin, mon client, c'est un client interne, là, il faut aller creuser au niveau culturel ou au niveau opérationnel. Euh, dans les petites structures, c'est plus souvent facile de relier à l'efficacité financière, et c'est même une bonne pratique de dire mon produit, mon équipe a dégagé tant de revenus, parce que c'est d'aller un cran plus loin vers la valeur client, et c'est pas c'est une valeur pour laquelle le client est prêt à payer, et d'ailleurs il paye. À suivre! À suivre.